raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu m'es dit l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, répond l'agneau. Je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens, car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, sire loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, dont l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils sont misérables. Cancres, hères et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Qu'est-ce cela, lui dit-il? Rien. Quoi, rien? Peu de choses. Mais encore, le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup? Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt? Êtes-vous sage? Repartit l'animal léger, ma commère. Il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes,
et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir, pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tient la gageure à peu de gloire. Croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter. Et que serait-ce si vous portiez une maison? Dans un chemin montant sablonneux, malaisé, et de tous les côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tireraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient. Et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire, va, vient, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin. Qu'aucun n'ait de chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait, c'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait sans sottise pareille. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt. J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi, certaines gens faisant les empressés s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout importun devraient être chassés. Je suis un lion. Va-t'en, chétif insecte, excrément de la terre. C'est en ces mots que le lion parlait un jour au moucheron. L'autre lui déclara la guerre. Penses-tu, lui dit-il, que ton titre de roi me fasse peur, ni me soucie? Un bœuf est plus puissant que toi, je le mène à ma fantaisie. À peine il achevait ces mots, que lui-même il sonna la charge, fut le trompette et le héros. Dans l'abord, il se met au large, puis prend son temps, fonce sur le cou du lion qu'il rend presque fou. Le quadrupède écume et son œil étincelle. Il rugit, on se cache, on tremble à l'environ.
Et cette alarme universelle est l'ouvrage d'un moucheron. Un avorton de mouche en son lieu le harcèle. Tantôt pique les chines, tantôt le museau, tantôt entre au fond du naseau. La rage alors se trouve à son fait monter. L'invisible ennemi triomphe et rit de voir qui n'est griffe ni dent en la bête héritée, qui de la mettre en sang ne fasse son devoir. Le malheureux lion se déchire lui-même, fait résonner sa queue alentour de ses flancs, pas l'air qui n'en peut mais, et sa fureur extrême le fatigue, là-bas. Oh, et puis merde! Le voilà sur les dents. L'insecte du combat se retire avec gloire. Comme il sonne à la charge, il sonne la victoire, va partout l'annoncer et rencontre en chemin l'embuscade d'une araignée. Il y rencontre aussi sa fin. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est que de nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril, tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. J'y vais! Elle joue du violon! Quoi? Du violon! La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août. Foi d'animal, intérêt est principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » D'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée.
Après avoir brouté, frotté, fait tout ce tour, Jeannot Lapin retourne au souterrain Sevour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh! Dieu hospitalier que vois ici paraître, dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, Madame la belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait l'octroi à Jean, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul. Plutôt qu'à moi. Jean Lapin allégua la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont, de ce logis, rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, l'ont, de Pierre à Simon, puis à moi, Jean, transmu. Le premier occupant? Est-ce une loi plus sage? Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Ramina Grobis. C'était un chat, vivant comme un dévot termite, un chat faisant la chatte-mythe, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin pour juge labré. Les voilà, tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grépemino leur dit « Approchez, mes enfants, approchez. Je suis sourd, les anges en sont la cause. » L'un et l'autre approcha, ne craignant mille choses. Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, Grépemino, le bon apôtre, jetant des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord, en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Mais t'as pas un peu grandi depuis hier, toi? Moi? Bah oui, je te trouve grand. Pas plus qu'hier, non? Pourquoi? On sait bien d'être grand en même temps, c'est pas mal d'être petit, hein. Parce qu'en la vie, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuves abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Et ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit en par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Non. Patience et longueur de temps Font plus que force ni que rage. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe. Quand, sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, l'on eût vu la fourmi s'efforcer, mais en vain, de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant, par hasard, avait une arbalète.
Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit dans son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête. La fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de l'eau. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. Sur ses longs pieds allait je ne sais où le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant au bord de l'eau, vit des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il. Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair. Et pour qui me prend-on? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon. C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh, Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de ne rien dédaigner. Surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris et ce n'est pas Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que, chez vous, j'ai puisé ces leçons. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari. Jeune, bien fait et beau, d'agréables manières, point froid et point jaloux, notez ces 2 points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié.
Quoi, moi? Quoi, ces gens-là? L'on radote, je pense. À moi les proposer, là, s'ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un avait dans l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Oh, elle de se moquer. Ah vraiment, je suis bien bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sugrée de tous ses sentiments. L'âge, la fille déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choquer et déplaire, puis s'en sortent de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappât au temps, c'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer, que n'est cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malheureux. Ta main sur mon cul, main dans ta gueule. Envers et contre tous. Envers et contre tous. Il a Une chèvre, un mouton, avec un cochon gras, montés sur même char, s'en allaient à la foire. Leur divertissement ne les y portait pas. On s'en allait les vendre à ce que dit l'histoire. Le charton n'avait pas dessein de les mener voir Tabarin. Don Pourceau criait en chemin comme s'il avait eu 100 bouchers à ses trousses. C'était une clameur à rendre les gens sourds. Les autres animaux, créatures plus douces, bonnes gens, s'étonnaient qu'il criât au secours. Ils ne voyaient nul mal à craindre. Le charton dit au porc: « Qu'as-tu tant à te plaindre? Tu nous étourdis tous, que ne te tiens-tu quoi? Ces deux personnes-ci, plus honnêtes que toi, devraient apprendre à vivre, ou du moins à te taire. Regarde ce mouton, a-t-il dit un seul mot? Il est sage. Il est sot, repartit le cochon. S'il savait son affaire, il crierait comme moi du haut de son gosier. Et cette autre personne honnête crierait tout du haut de sa tête. Il pense qu'on les veut seulement décharger. La chèvre de son lait, le mouton de sa laine. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais quant à moi qui ne suis bon qu'à manger, ma mort est certaine. Adieu mon toit et ma maison. Don Pourceau raisonnait en subtil personnage. Mais que lui servait-il? Quand le mal est certain, la plainte ni la peur ne changent le destin. Et le moins prévoyant est toujours le plus sage. Une jeune souris de peu d'expérience crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le raminagrobis. « Laissez-moi vivre! Une souris de ma taille et de ma dépense est-elle à charge en ce logis? Affamerai-je, à votre avis, l'hôte, l'hôtesse et tout leur monde? D'un grain de blé je me nourris, une noix me rend toute ronde. À présent je suis maigre,
Attendez quelque temps, réservez ce repas à messieurs vos enfants. Ainsi parlait au chat, la souris attrapée. L'autre lui dit: tu t'es trompé? Est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant à parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez? Cela n'arrive guère. Selon ces lois, descend là-bas, meurt, et va-t'en tout de ce pas haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. Deux coqs vivaient en paix. Une poule survint et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis trois. Et c'est de toi que vint cette querelle envenimée où du sang des dieux même on vit le xanthe tant. Longtemps entre nos coqs le combat ce matin. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. L'agent qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours qu'un rival tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix. Adieu les amours et la gloire. Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser quel caquet, car il eut des femmes en foule. La fortune se plaît à faire de ses coups. Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. Défions-nous du sort et prenons garde à nous après le gain d'une bataille. Le chêne, un jour, dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet, pour vous, est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble
zéphyr. Encore. Si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes des vents. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel. Mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient beau, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Sur sa tête, ayant un potolet bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. On employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent d'aller bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau? Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens quittant d'un œil mari sa fortune, ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le potolet. Quel esprit ne bat la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On met les rois, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même? Je suis gros Jean comme devant. Pardon.
Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames, et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit, étant près d'elle. « Oh Dieu! Qu'est-ce que cela? Je n'en peux plus! On me déchire! » Quoi? J'accouche d'un œuf! D'un œuf? Oui! Le voilà, frais, nouveau pontu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme neuve sur ce cas ainsi que sur maintes autres affaires crut la chose et promit ses grands dieux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien, surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Oh nom de Dieu! Gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quelle je suis, allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle, l'autre grille déjà de conter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. 3? Eh, ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre 2, grâce à la renommée de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un 100. 100! Oh. Une grenouille vit un bœuf qui lui semblait de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore ?» M'y voici donc! Moi, du tout! M'y voilà! Vous n'en approchez point! La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de la grenouille à grande bouche? C'est une grenouille qui se promène dans la savane. Elle rencontre une girafe. « Salut toi! Ça va? Comment tu t'appelles toi? » Ben, moi je m'appelle Gégé la girafe. « Ah! Hé! Qu'est-ce que tu manges, toi? » Tu vois bien, je mange les feuilles qui sont sur cet arbre. Ah! Et elle continue son chemin dans la savane. Elle rencontre un serpent. Salut toi! Ça va? Comment tu t'appelles, toi? Ben, je m'appelle Serge le serpent. Ah! Hé! Qu'est-ce que tu manges, toi? Tout un tas de choses, mais ce que j'adore surtout, ce sont les grenouilles à grande bouche. Ah bon?
Il n'y en a pas beaucoup par ici, non? Ésope conte qu'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver, se promenant à l'entour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige, étendu, transi, gelé, perclus, immobile, rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure, et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud que l'âme lui revient avec la colère. Il lève un peu la tête et puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire. Tu mourras. À ces mots pleins d'un juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête, il fait 3 serpents de 2 coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne put y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin misérables. Qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour. Partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit: mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point. Voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force moutons. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorais donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, sotte espèce, est-ce un péché? Non, non, vous leur fîtes, Seigneur, en les croquant, beaucoup d'honneur.
Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard. Et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Haro » sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa peccadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit « Qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux. Non pas pour vous, cruel. Au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore, si la saison s'avançait davantage. Attendez les zéphyrs qui vous pressent. Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau. Je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte et le reste? Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur. Mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit « Ne pleurez point, 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite. Je reviendrai dans peu conter de point en point mes aventures à mon frère. Je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême. Je dirai j'étais là, telle chose m'avint. Vous y croirez être vous-même. » À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu. Le voyageur s'éloigne, et voilà qu'un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieues. Un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart, voit du blé répandu. Voit un pigeon auprès, cela lui donne envie, il y vole, il est pris. Ce blé couvrait dans l'âle les menteurs et traîtres appâts. Le lac était usé, si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelques plumes y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du lac qui l'avaient attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nues font à son tour un aigle aux ailes étendues. Le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure. Mais un fripon d'enfant, cet âge est sans pitié, prit sa fronde, et du coup
Tu as plus d'à moitié la volatile malheureuse qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna. Que bien que mal elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amant, heureux amant, voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines. Soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changer les bois, changer les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux de l'aimable et jeune bergère, pour qui, sous le fils de Cythère, je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Ai-je passé le temps d'aimer? L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est d'entasser toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare ici haut comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant d'autre déduit que d'y ruminer jour et nuit, et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il allât ou qu'il vînt, qu'il but ou qu'il mangeât, on lui prit de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un fossoyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Voilà mon homme aux pleurs. Il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrie. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor? Où pris? D'où joignons cette pierre? Eh, sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous, en votre cabinet, que de le changer de demeure? Vous auriez pu sans peine y puiser à toute heure. À toute heure? Bon Dieu! Ne tient-il qu'à cela? L'argent vient-il comme il s'en va? Je n'y touchais jamais! Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre, pourquoi vous vous affligez tant, puisque vous n'y touchiez jamais à cet argent? Mettez une pierre à la place, elle vous vaudra tout autant. Travaillez,
Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Vous venez, les enfants? Coucou papa. Salut papa. Bonjour papa. Leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ, de ça, de là, partout. Si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent point de cachet. Mais le père fut sage de leur apprendre avant sa mort que le travail est un trésor. Nous allons travailler la fable du corbeau et du renard. Maître corbeau sur un arbre caché tenait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre large bec, laisse tomber sa proie. Le renard se saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus.